Laisse béton! Vous êtes plutôt fan des chaudières à granulés ou bien fervent défenseur de la pompe à chaleur? Dans ce 3e épisode de notre série consacrée à la rénovation énergétique, produite en partenariat avec EFI, nous parlons chauffage. Quelles sont les principales façons de chauffer sa maison? Quelle est la plus appropriée quand on vit à la campagne et que l'on veut préserver son confort en toute saison, réduire sa facture énergétique et limiter son impact sur l'environnement? Pour répondre à ces questions, j'ai interrogé Rodolphe, expert chauffage chez EFI, et suis allée à la rencontre de Loïc, qui a bien voulu m'accueillir chez lui à Sainte-Menou dans la Marne, pour me parler de son expérience de l'installation d'une pompe à chaleur avec EFI. Je suis Amélie Dague, bienvenue dans Laisse béton et bonne écoute. Bonjour Rodolphe. Bonjour Amélie. Pour démarrer, j'ai une question d'une très grande naïveté, vous m'excuserez. Est-ce que vous pourriez me dire quelles sont les principales façons de chauffer son habitation aujourd'hui ? Je veux dire qu'il y a 2 grandes catégories. La première, c'est lorsque nous disposons d'un réseau de chauffage central, c'est-à-dire un système qui va avoir une unité qui va produire des calories, en général en chauffant de l'eau, et puis un système qui va permettre de diffuser ces calories, donc ça peut être des radiateurs. On va dire que c'est un système de chauffage central, puisqu'on a donc cette unité centralisée, qui peut être une chaudière ou un certain nombre d'autres choses, et qui alimente ce réseau qui va alimenter toutes les pièces ou une partie des pièces de la maison. Et donc, ce système de chauffage central, il peut être alimenté par des chaudières qui peuvent être plus anciennement au fioul, au gaz, parfois électriques même d'ailleurs, au bois, au granulé. Ça peut être aussi des pompes à chaleur plutôt fonctionnant sur un système diffusé à eau, entre guillemets, qui alimente ce chauffage central. Donc ça, c'est une première grande famille. Et après, dans une deuxième famille, je parlerai de systèmes plus autonomes, non centralisés du coup. Et là, ça peut être, par exemple, des poêles à bois, des poêles à granulés qui chauffent une zone qui, pour le coup, en général, est plus circonscrite, qui chauffe moins souvent toute la maison, sauf quand celle-ci est petite ou que sa configuration le permet. Ça peut être des radiateurs électriques qui sont autonomes, qui vont chauffer plutôt une ou plusieurs pièces chacun, ou être plusieurs par pièce. Ça peut être également des systèmes de type de pompe à chaleur, cette fois-ci qu'on va appeler air-air, ou clim réversible, qui elles aussi peuvent être disposées de manière disséminée dans plusieurs pièces, ou avec un principe ce qu'on appelle gainable, mais avec des bouches en tout cas de diffusion dans plusieurs pièces. Voilà, a priori j'ai fait le tour de ce qui existe de plus courant sur le marché. Ok, très bien. Alors, question suivante, est-ce qu'il y a un système qui est meilleur qu'un autre en termes de performance énergétique et de préservation de l'environnement, ou est-ce que vraiment ça dépend de là où vous habitez, de la configuration de l'hébergement? Comment ça marche en fait? Ouais, en fait, nous on défend l'idée que il faut faire une étude spécifique pour chaque habitation pour définir le système qui présente le plus d'intérêt. L'idée, c'est d'apprécier à la fois toutes les caractéristiques techniques de l'habitation et ses usages, ça veut dire les besoins ou les priorités des occupants. C'est ça qui permet, quand à la fois on fait la synthèse de tous ces éléments et qu'on regarde les différentes solutions qu'on est en mesure de proposer, qui va permettre d'apprécier la solution qui est la plus pertinente. En général, en tout cas dans cette période en ce moment troublée en matière de coût de l'énergie, évidemment, le premier objectif est très souvent de faire des économies ou d'avoir un ratio de consommation qui soit plus efficace. Et ensuite, on va regarder les caractéristiques de la maison pour vérifier techniquement qu'est-ce qu'il est possible de mettre en œuvre, qu'est-ce que ça va apporter comme économie par rapport à la situation actuelle, et on peut pouvoir aussi, au travers de ça, comparer plusieurs systèmes en expliquant pour chacun d'eux quels sont les intérêts, quelles sont les éventuelles contraintes associées à la mise en œuvre, à l'entretien, au coût de fonctionnement, etc.
Et c'est au client ensuite de faire la part des choses entre toutes ces propositions pour choisir la solution qui lui convient le mieux. Vous disiez tout à l'heure j'ai compris qu'on ne pouvait pas installer n'importe quoi n'importe où. Est-ce que vous pourriez donner un exemple de système de chauffage qui serait totalement inapproprié dans une maison à la campagne, dans un endroit isolé, par exemple? Alors c'est pas tant le fait qu'elle soit isolée qui peut poser un souci, mais il y a un mode de chauffage qui a plutôt le vent en poupe ces derniers temps, qui va être la chaudière à granulés, par exemple. Ouais. Même si le prix du granulé a subi quelques variations un peu douloureuses. Mais ça, à la fois, ça présentait l'intérêt d'être un système de chauffage plus économique que certaines solutions gaz ou fuel, évidemment, et également d'un point de vue j'allais dire éthique, c'est peut-être pas tout à fait le bon qualificatif, mais en tout cas, il y avait aussi un engagement vis-à-vis du développement durable, c'est une ressource renouvelable, etc., le granulé. Bien, donc, ça peut être un choix, la solution chaudière à granulés, mais avec parfois dans des grandes maisons à la campagne, la nécessité d'avoir une autonomie et donc une capacité de stockage de ces granulés, où on n'a pas une cuve comme pour le fuel, mais on a ce qu'on appelle un silo. Eh bien, ce silo, il est très encombrant techniquement, et il impose d'être dans un environnement plutôt préservé de l'humidité. Ouais. J'imaginais cette maison un peu à la campagne, dans un endroit éventuellement un peu humide, etc., ou dans une grange qui est pas forcément bien ventilée. Typiquement, ça va être une contrainte technique dont on va tenir compte pour savoir si oui ou non cette solution elle peut s'avérer pertinente. Oui, et puis l'approvisionnement du silo en lui-même peut poser problème aussi. Exactement, la capacité non seulement d'abord à avoir quelqu'un susceptible de produire ou de livrer du granulé qui soit pas trop loin, et les conditions d'accès au site et de livraison, parce que le granulé c'est un poil plus compliqué à livrer qu'un fluide comme le gaz ou le fuel par exemple. On s'adresse dans ce podcast à des citadins qui ont le projet ou qui se sont déjà installés en milieu rural, a priori en maison, c'est le cas le plus fréquent, plutôt dans des endroits peu denses, parfois assez isolés, parfois très humides, comme vous l'évoquiez, mais c'est pas toujours le cas. Qu'est-ce qu'il faut savoir ou qu'est-ce qu'il faut faire en termes de chauffage quand on débarque dans un endroit comme celui-là, alors qu'on achète sa maison ou pas, mais en tout cas, est-ce qu'il y a des choses à vérifier même avant l'achat? Quelles sont les bonnes pratiques et les trucs à savoir dans ces contextes? Alors, dans ce contexte-là, avant d'envisager ou d'évoquer le sujet du chauffage, il faut s'attacher à étudier la nature de l'isolation de l'habitation, puisque tout ce qu'on va pouvoir améliorer sur le sujet de l'isolation de l'enveloppe, ce qu'on appelle communément l'isolation de l'enveloppe, c'est-à-dire l'isolation des murs, l'isolation par l'intermédiaire des ouvertures, c'est-à-dire les menuiseries, les fenêtres, les portes, l'isolation des combles, l'isolation des sols, tout ce qu'on peut améliorer sur ce registre-là va avoir un impact sur la puissance nécessaire du système de chauffage qu'on mettra en œuvre, puisqu'il sera moins gourmand du coup, moins puissant nécessairement si on a mieux isolé, et voir sur la solution technique qu'on mettra en œuvre, parce que le besoin, parce que plus faible, donnera un choix plus large en termes de solutions. Donc mon conseil, quand on arrive dans une nouvelle maison, notamment qu'on veuille l'acquérir, en tout cas qu'on envisage d'habiter, c'est plutôt d'abord de commencer par s'intéresser à la nature de l'isolation, d'en faire un état des lieux. Donc il y a aujourd'hui dans le monde des diagnostics de performance énergétique qui sont obligatoires et qui permettent, lorsqu'ils sont bien faits, d'avoir une image assez précise de la nature de cette isolation, et qui proposent en général des scénarios d'amélioration potentielle de ça, pour pouvoir se projeter et se dire très bien, si je fais tel et tel travaux, je vais pouvoir plutôt envisager tel ou tel type de chauffage. Donc c'est plutôt dans ce sens qu'il faut faire les choses. Ensuite, on peut dans la foulée faire l'audit du système de chauffage qui préexiste. En effet, ça ne veut pas dire forcément qu'on va le conserver, mais j'évoquais tout à l'heure ces deux grandes familles, de manière un peu arbitraire, entre un principe existant avec un chauffage central. Si ça existe, ça c'est en général plutôt une bonne nouvelle, parce que ça permet d'avoir souvent un chauffage assez homogène, en tout cas une restitution du confort de manière assez homogène dans toute l'habitation, dès lors qu'elle est équipée. Dans ce cas-là, si ça existe, il faut faire un audit du réseau de ce qu'on appelle les émetteurs. Les émetteurs, c'est par exemple les radiateurs. C'est les équipements qui vont restituer les calories qui ont été produites par la chaudière, par exemple, à l'environnement dans lequel vous habitez.
Donc ce réseau, il peut avoir un certain âge, il peut être emboué, donc il y a des bouts qui peuvent circuler à l'intérieur. Bref, il y a éventuellement un audit à faire de ce réseau et une opération de maintenance sur celui-ci, préventive, un nettoyage en fait, en quelque sorte, un rinçage ou un désembouage, etc., pour le rendre opérationnel. Ou en tout cas, repartir du bon pied sur sa capacité à faire son office, c'est-à-dire restituer la chaleur. Et enfin, on s'intéresse au système de chauffage, en tout cas, ce qu'on appelle un générateur, donc une chaudière, c'est-à-dire le générateur de chaleur, pour savoir si ça nous convient d'un point de vue économique. Quel est l'âge de la machine? Est-ce qu'elle a été entretenue? Est-ce que j'ai, par exemple, les comptes rendus d'entretien sur des systèmes gaz ou fuel? D'une part, ces contrats d'entretien, c'est aussi un gage a priori de pérennité de l'installation. Si elle était correctement entretenue, c'est plutôt bon signe. Et c'est le même cas, c'est la même chose sur une chaudière à granulés, c'est la même chose sur une pompe à chaleur. Si elle est entretenue, d'avoir accès aussi au carnet d'entretien de la machine pour aussi se faire une idée assez précise de savoir si a priori tout va plutôt bien. Il n'est pas forcément pertinent, par exemple, de la changer. Si vous avez une machine qui est correctement entretenue et qui donne satisfaction, la question peut se poser. Imaginons que vous arriviez dans une maison qui est chauffée au fioul. Vous avez une chaudière, vous avez donc, mais elle est entretenue. Le rendement, en tout cas, celui qui entretient la machine dit c'est correct. Évidemment, la question du coût de fonctionnement se pose. C'est un arbitrage. Mais si tout se passe bien, c'est à vous ensuite de faire votre propre calcul en disant: j'ai un réseau qui a l'air de fonctionner, la machine a l'air de fonctionner, elle est entretenue, je sais que je consomme 3 000 € par an. Après, vous faites un arbitrage qui regarde votre propre organisation. Si vous souhaitez en revanche baisser cette facture, à ce moment-là, il est temps de faire calculer des options qui peuvent être plus intéressantes en matière de coût. Vous avez commencé à parler des aides financières. Si on parle du chauffage seul, il y a des aides financières qui ne s'appliqueraient que dans ce contexte-là, si on s'attaque qu'à cette partie-là. Oui, en effet, vous avez à la fois des aides qui sont issues de l'organisme MaPrimeRénov', donc qui sont des aides directement issues du gouvernement, qui sont fonction de votre niveau de revenu. Et vous avez aussi des aides qu'on appelle des certificats d'économie d'énergie que porte également EFI, et que EFI, dans le cadre des offres Sérénité chez nous, on avance, tout comme d'ailleurs les aides de MaPrimeRénov', qu'on avance pour le compte du particulier. Voilà, donc ça peut représenter pas loin de 10 000 € d'aide. Alors ça change assez fréquemment. En plus, il y a des aides dont on sait qu'elles sont conditionnées dans le temps. Aujourd'hui, elle a une date de signature de devis, etc. D'accord. Et qu'on va avoir un changement assez court terme. Donc, pour le coup, là, c'est sur le site d'EFI. On a une tenue à jour de toutes ces informations pour tous les types d'offres, à la fois le chauffage, évidemment, et toutes les offres chauffage qu'on peut porter, mais également toutes les offres concernant l'isolation, les menuiseries, etc. Après cette introduction limpide de Rodolphe, je vous emmène à Sainte-Menou, c'est dans le département de la Marne, pour écouter l'histoire de Loïc. Bonjour Loïc. Bonjour. Merci de m'accueillir chez vous. Bienvenue. Dans votre jolie maison, pleine de lumière, aujourd'hui en tout cas. Quelle est votre histoire, à vous, avec cette maison ? Écoutez, c'est la maison familiale de ma femme qu'elle a construit il y a plus de 20 ans, dans laquelle j'ai emménagé avec ma fille quand on s'est rencontrés avec ma femme, et puis qu'on remet à notre goût. Ok, donc vous avez réalisé beaucoup de travaux, ou fait réaliser des travaux dans cette maison. Exactement, voilà. On essaye de faire par nous-mêmes, autant que possible. Ah oui. C'est aussi la satisfaction de l'avoir fait, un petit gain financier, parce que c'est toujours plus intéressant d'essayer de le faire soi-même, mais effectivement des choses qu'on a faites par des artisans. D'accord, donc vous savez faire des choses vous-même quand même. J'apprends. Ouais, c'est pas mal. Et en particulier, vous avez entamé ou réalisé des travaux de rénovation énergétique. Entre autres, vous avez changé le système de chauffage. Exactement. Donc on était sur un système de chauffage au fioul, qui était quand même assez répandu dans les années 2000, bon marché également, mais la chaudière avait plus de 20 ans, commençait à être défaillante, difficulté de trouver des pièces de rechange, donc on en est arrivé au constat qu'il fallait la remplacer. Ensuite, après quelques recherches, on a opté pour une pompe à chaleur.
Après, voilà, c'était de trouver le modèle et puis l'artisan, l'entreprise qui allait nous le faire. Et puis en faisant mes recherches, j'ai vu qu'il était possible de bénéficier d'aide justement pour la transition énergétique. Et c'est là que je suis tombé sur le groupe EFI, qui proposait des aides à l'amélioration de l'habitat. Et l'avantage, donc après des recherches, l'avantage que j'ai trouvé, c'est que c'est un groupe qui propose des prestations complètes et qui assiste aussi le client au niveau administratif. D'accord. Donc ça vous intéressait. Ouais. C'était un gros avantage parce que voilà, remplir les dossiers, aller vraiment chercher les pièces, voilà, tout ce qui peut un peu rebuter les gens, là était pris en charge par le groupe. Donc voilà, il suffisait juste d'être assidu et puis de renvoyer les documents comme ils étaient demandés. Mais voilà, par exemple pour la pompe à chaleur, le dossier avec l'ANA, donc puisque j'ai bénéficié aussi d'une subvention de l'ANA, donc l'aide nationale à l'amélioration de l'habitat, c'est EFI qui s'est complètement chargé de faire le dossier pour moi. C'était quand ça, vous vous souvenez ? C'était en 2020. Ouais, donc vous avez déjà un petit peu d'expérience de vie avec une pompe à chaleur. Tout à fait. Vous vous souvenez comment vous êtes arrivé au choix de la pompe à chaleur ? On avait déjà, nous, une installation de chauffage central qu'on souhaitait conserver pour le confort que ça peut apporter. Et après, bon, il n'y avait pas excessivement d'autres offres ou de repasser à tout électrique, mais voilà. Et puis, du coup, sur le site de EFI, eux proposaient déjà des offres de pompes à chaleur, justement en remplacement de chaudières au fioul. Et donc, l'avantage, c'est qu'à l'époque, il était aussi possible, en fonction des revenus, de profiter et de bénéficier d'une prestation à 1 € de reste à charge pour le client. Donc ça finit de vous convaincre. C'était pas l'élément premier. Mais voilà, effectivement, c'est un mode de chauffage qui nous convenait. Et en plus, si on pouvait effectivement bénéficier du reste à charge à 1 €, voilà, c'était un réel gain pour la famille. Bien sûr, ça fait réfléchir. Exactement. Donc vous prenez contact avec EFI, ils prennent en charge la partie administrative. C'est ça. Donc le contact s'est fait en ligne, hein, c'est ça ? Tout à fait. J'ai rempli un formulaire qui me demandait quelques renseignements sur notre habitation, des renseignements voilà d'ordre personnel et coordonnées et ainsi de suite. Et puis après c'est eux qui reprennent contact avec les demandeurs pour justement refaire un petit point avec un conseiller par téléphone pour s'assurer qu'effectivement on est dans le cadre possible de la prestation. Et ensuite la démarche est lancée, un technicien vient sur place faire une visite technique pour valider la faisabilité du chantier. Et ensuite, voilà, ça suit son cours. Le rendez-vous pour la pause s'ensuit et la pause intervient. Et le poseur, c'est un artisan du coin, c'est quelqu'un que Alors vous connaissiez ? Ça, c'est, on va dire un petit peu le facteur chance, on va dire, c'est EFI qui envoie un de leurs artisans, donc avec qui ils sont en partenariat. Donc c'est eux qui sélectionnent leurs artisans. Donc c'est pas forcément des gens locaux de ma ville. Là en l'occurrence c'était d'un département d'à côté, puisque pour la prestation c'était le seul dans le périmètre où j'habite qui avait signé un partenariat avec EFI. Donc voilà, c'est lui qui a été choisi pour faire la prestation. D'accord. Et donc, il s'est chargé d'enlever l'ancienne chaudière. Ils font tout, c'est ça ? Exactement. Donc, il est venu, il a mesuré les pièces, remesuré, voilà, fait son travail technique. Et ensuite, il nous a donné une date. Enfin, on a convenu d'une date d'intervention, le temps qu'il ait le matériel et puis que son planning le permette, puisque effectivement, à l'époque, il avait quand même beaucoup de chantiers, justement en lien avec EFI pour l'installation de pompes à chaleur. Et ensuite il est venu et ça a duré en tout et pour tout 1 journée et demie. D'accord. Donc effectivement, le retrait de l'ancienne. Exactement. Donc ils ont démonté l'ancienne chaudière et puis ils ont commencé à installer tous les appareillages intérieurs et extérieurs de la pompe à chaleur. C'est un gros appareillage, c'est différent d'une chaudière au fioul en termes d'équipement. Oui, alors en fait, il y a deux unités, une unité extérieure et une unité intérieure dans laquelle on retrouve le ballon d'eau chaude, puisque mon eau chaude sanitaire est aussi faite par la pompe à chaleur, puisqu'elle était également avec la chaudière au fioul auparavant. Et donc, en fait, c'est les circulateurs en intérieur et l'échangeur qui capte les calories de l'air extérieur et qui chauffe un fluide pour chauffer mon eau de chauffage central. Et donc ça, c'est une unité en extérieur.
Alors, la question qui fâche peut-être, mais nous sommes dans la Marne, qui est pas connue pour ses hivers doux. Il y a vraiment des calories à les récupérer en plein mois de novembre. Ça peut paraître étonnant, mais effectivement, oui. Donc j'habite dans la Marne, en région Grand Est, aux frontières de la Lorraine, près des Vosges. Voilà. Effectivement, c'est pas réputé pour être super ensoleillé, mais même au mois de décembre, au plus profond de l'hiver, la pompe à chaleur arrive à capter les calories de l'air pour chauffer mon eau. Sachant que toutes les pompes à chaleur sont aussi équipées d'un mode de secours. Ouais. Donc, en l'occurrence, celle que j'ai, c'est une résistance électrique qui prend le relais justement si jamais les températures sont trop froides voilà, remplace le système de géothermie de la pompe à chaleur. Donc vous êtes assuré d'avoir de l'eau chaude. Exactement. Et du chauffage éventuellement. Tout à fait. Sachant que du coup on est sur le troisième hiver avec et la résistance électrique ne s'est jamais mise en route. Ah ouais. Donc la Marne est en fait un territoire beaucoup plus chaud que ce qu'on imagine. Oui, et puis je pense que voilà, peut-être hormis en altitude, en haute montagne, où ça peut atteindre ses limites, mais les technologies d'aujourd'hui, bon, même si la mienne a quand même 3 ans, on est sur des machines qui peuvent tourner jusqu'à quasiment des moins 15, moins 20 degrés. D'accord, ok. Il fait quelle température ici en hiver justement? Eh ben, sur vraiment des gros pics hivernales, on peut y descendre à moins 10, moins 15. Ouais, okay. Mais après, voilà, faut aussi voir où se trouve le groupe. Il peut faire moins 15 en pleine, et puis effectivement dans l'endroit où se trouve ma pompe à chaleur, la température elle est abritée du vent et tout ça, donc ça permet aussi de pallier à ces différences de température. Alors, si on revient à EFI, donc entre le moment où vous avez pris contact avec eux, donc vous les avez découverts sur Internet, j'imagine. C'est ça, tout à fait. Ça, hein. Entre ce premier contact et la pause, il s'est passé quoi, plusieurs mois, c'est ça? Pour la pompe à chaleur, oui, quelques mois, parce que alors le premier contact après mon inscription s'est fait quand même assez rapidement. D'accord. La visite technique. Alors j'ai plus trop les dates en tête parce que ça commence à remonter, mais c'est dans l'ordre de 2 mois, 2-3 mois peut-être. Okay. Et puis après, en gros, c'est juste le calendrier de l'artisan qui fait que en fonction de la charge de travail et des équipes qu'il a, est plus ou moins disponible pour le faire, quoi. Et là, vous avez dû attendre longtemps, vous vous souvenez? Non, je pense qu'en moins de 6 mois, c'était fait parce que la pause a eu lieu en août. Ouais. Et le dossier avait été fait en début d'année, fin d'année d'avant, début de l'année, donc et maximum ça a mis 6-8 mois, quoi. D'accord. Et à partir du moment où elle est installée, elle commence à fonctionner. Elle fonctionne. Donc le technicien l'entreprise qui est venue avec les techniciens qui étaient présents ont fait la mise en service. D'accord. Et bon, on est au mois d'août, donc on n'a pas mis le chauffage en route. Rassurez-moi. Mais il l'a quand même testé, donc il l'a mis en marche forcée. Et puis voilà, effectivement, il s'est assuré que les radiateurs montaient en température. Okay. Il a soutiré de l'eau chaude et tout, et ça a fonctionné sans problème, et ça fonctionne toujours sans problème depuis l'installation. Okay. Un entretien tous les 2 ans, comme la loi l'impose. Est-ce que vous voyez une différence en termes de confort au quotidien, en termes d'usage? Alors ça reste un chauffage, une technologie de chauffage central. Donc en fait on conserve le confort qu'on avait avant avec la chaudière au fioul, sauf que on y gagne juste en coût d'exploitation. D'accord. Puisque pour nous on était sur une consommation entre 2500 et 3000 litres de fioul. Si on ramène à l'époque, le prix du litre oscillait entre 0,80 et 1 euro. Donc même si on prend 1 euro, en gros, on avait un budget de 2500 euros de fuel. Et quand on est passé sur la pompe à chaleur, on a augmenté notre mensualité d'EDF de 70 euros. Donc on était quasiment sur une économie de 1500 euros. Tout ça pour 1 euro, donc. Pour 1 euro, effectivement. Effectivement, donc à l'époque, on pouvait bénéficier de l'installation à 1 euro, sous condition de revenus. C'est ce que vous disiez. Donc c'était pris en charge une partie par les certificats d'économie d'énergie, donc par EFI, et puis une partie de subvention de l'ANA, qui finançait aussi ces installations, et puis une partie de financement personnel, donc à hauteur de 1 euro. Je vous propose à présent d'écouter à nouveau Rodolphe, à qui j'ai demandé de me décrire les prestations d'EFI en termes de chauffage. Dans les offres Sérénité, on prend en charge pour le client
toute la démarche de l'étude de son besoin. Donc lui, il va remplir un formulaire sur un site internet en répondant à un certain nombre de questions pour préciser quelle est la nature de son besoin, mais de son point de vue. Puis ensuite, il va être pris en charge par un conseiller qui va essayer d'apprécier ça de manière un peu plus globale. Et on va, nous, faire l'étude technique de son besoin chauffage, étudier les différentes solutions qui peuvent se présenter à lui, étudier techniquement la capacité, la puissance calorifique qu'on doit être capable de restituer, dans quelles conditions de faisabilité. Et en fonction de ces critères, on va lui proposer une offre, une machine, c'est nous qui la définissons, une société partenaire DEFI pour l'installer, d'accord, et on va lui dire, on va vous faire un devis qui présente cette offre dans sa globalité, dont on va déduire toutes les aides auxquelles vous pouvez prétendre dès lors que vous nous donnez les justificatifs qui valident votre éligibilité à ces aides. Ce qui fait que ce client, il n'aura plus qu'un reste à charge à nous verser dans le cadre de la réalisation de son chantier. Et donc, pour son compte, c'est nous qui trouvons le partenaire, c'est nous qui sélectionnons et choisissons la machine, qui assurons la relation évidemment et l'organisation logistique entre ces différentes étapes, qui lui avançons cet argent des aides, dont parfois le timing pour les récupérer lorsqu'on fait la démarche de son côté en tant que particulier peut être très très longue, 6 mois, 10 mois, plus davantage parfois. Donc du point de vue du client, lui il va avoir un reste à charge quand même qu'il devra payer lui, mais qui est beaucoup moins élevé, en particulier s'il est de revenus modestes, qui est beaucoup moins élevé que la facture totale. Et il a une prise en charge de A à Z de son projet, avec la réception travaux qui est pilotée par EFI, et y compris d'ailleurs ensuite la suite de la vie de la machine pendant les temps de la garantie qui est portée par EFI, où nous restons un interlocuteur direct pour lui. Je me replace côté client ou prospect. Pourquoi choisir EFI comme partenaire plutôt qu'un autre, ou plutôt que rien du tout d'ailleurs? Après tout, si j'ai du temps, je peux moi aussi aller chercher comment on fait pour avoir des aides, etc. Alors, pourquoi choisir un partenaire susceptible de vous accompagner sur le dispositif des aides? C'est parce que c'est une vraie jungle, c'est compliqué de s'y retrouver. Vraiment. Et donc, passer par quelqu'un qui maîtrise ces arcanes, c'est vraiment une bonne idée pour gagner du temps et pour fiabiliser surtout le fait de pouvoir percevoir ces aides. C'est la première chose. La deuxième, c'est que, en tout cas, dans les offres dont on parle depuis tout à l'heure, eh bien, c'est quand même appréciable de pouvoir bénéficier de cette avance de fonds de la part des filles. Donc, en tout cas, sur des projets qui peuvent être ambitieux, etc., ça peut représenter de grosses sommes. Et pour ce qui est de choisir EFI plutôt qu'un autre prestataire sur le sujet, EFI, ça existe depuis 2008. C'est un engagement de la part de Frédéric Hutzmann, notre PDG, qui est fort d'un point de vue, j'allais dire, éthique. Il a recentré ses activités pour le bénéfice des particuliers. Désormais, on ne s'occupe que des particuliers. Donc, c'est un engagement fort. Et du coup, vous avez vraiment une entreprise qui est orientée vers l'amélioration de l'habitat pour le particulier, à la fois pour lui permettre de faire des économies et surtout améliorer les conditions de confort dans lesquelles il va pouvoir bénéficier de ces installations. Tout ça au service de la préservation de la planète, quoi. On est toujours dans cette démarche de développement durable et faire en sorte d'avoir un impact ultra positif sur notamment le rejet des gaz à effet de serre, par exemple, pour ne prendre que ceci. Est-ce que dans tous les cas concrets que vous avez pu voir directement ou indirectement, il y a des conseils ou des précautions particulières qui ressortent, que vous aimeriez partager avec les auditeurs de ce podcast, qui sont des gens qui vivaient en ville ou vivent encore en ville aujourd'hui et qui prévoient d'aller s'installer dans une zone rurale. Ce qui signifie, pour la plupart, encore une fois, quitter un appartement dans lequel on sait souvent même pas comment il est chauffé, donc j'exagère, mais à peine, et qui arrive dans une maison isolée ou pas, ancienne ou pas, mais dans lesquelles on découvre plein de choses. Est-ce que ce contexte-là fait qu'il y a des précautions particulières, des choses à savoir en termes de chauffage, voilà. Alors moi je dirais deux choses. La première, c'est un peu une loterie. Je me place dans l'hypothèse où vous achetez ce bien, d'accord ? Ouais. Donc soyez super sympa avec le vendeur.
Parce que il est probablement une source d'information précieuse sur, j'allais dire, comment fonctionne la maison. Ça concerne pas uniquement le chauffage, ça concerne le petit truc bizarre qui fait que tel robinet ne fonctionne que si vous lui parlez en espagnol ou ce volet ne couine pas. Enfin bref. Ça peut être que anecdotique, mais en réalité c'est important parce que ça peut vous donner des tips qui vous serviront aussi à guider vos choix sur les travaux que vous pourrez faire. Ouais. C'est la première chose. Et la seconde, c'est celle qu'on a déjà évoquée, c'est prenez le temps de faire un diagnostic le plus global possible. Soyez ambitieux sur le diagnostic. Ça ne veut pas dire que vous ferez l'intégralité des travaux qui peuvent vous être proposés, d'accord ? Mais vous aurez en tout cas des données assez objectives pour vous permettre d'arbitrer les investissements que vous aurez à faire. D'accord. Vous faites intervenir une société qui fait un audit énergétique global et qui va proposer différents scénarios qui impliquent chacun d'entre eux plusieurs types de travaux et qui vont être capables pour chacun d'entre eux de simuler quelle va être l'amélioration de la situation, l'économie engendrée, ou en tout cas la facture future en face d'un budget d'investissement. Ce qui vous permet, vous, de vous dire, tiens, j'ai un retour sur investissement à tel horizon, et où je gagne aussi tel et tel avantage sur le plan du confort, de l'usage de telle pièce qui n'était pas d'ailleurs prévue auparavant, etc. Donc ça vaut le coup d'être ambitieux à ce moment-là parce que vous avez vraiment les billes, quand c'est bien fait, pour pouvoir ensuite choisir en fonction de vos moyens, en fonction de ce qui peut vous plaire aussi, parce que vous pouvez vous aussi avoir, au-delà des considérations techniques de ce qu'on peut proposer, une préférence pour tel ou tel système, et ça évidemment vous n'avez aucune justification à apporter là-dessus. Donc voilà, les deux choses, soyez sympa avec le vendeur si c'est possible, je sais que c'est pas toujours possible, hein. Et puis quand il est là, parce que parfois vous récupérez des maisons inoccupées ou à moins de pratiquer le spiritisme, c'est compliqué de discuter avec le vendeur ou le dernier occupant, et puis faites un diagnostic ambitieux. Retour à Sainte-Menou, où j'ai demandé à Loïc comment s'était passée son expérience avec EFI. Très bien, les échanges ont toujours été bons. J'ai fait plusieurs dossiers avec EFI puisqu'il s'occupait aussi des isolations et c'est quand même un prérequis aussi avant de vouloir changer son mode de chauffage, d'être sûr d'avoir une maison qui est bien isolée. Donc ça c'est des dossiers qu'on avait montés avant pour être sûr que l'installation soit optimum pour notre maison. Donc de tout ce que j'ai pu avoir à faire avec EFI, ça s'est toujours très bien passé. Les contacts, Après, faut aussi faire son travail personnel. C'est pas parce qu'on confie une chose, qu'on fait une demande à une société que tout tombe tout cuit. Mais à partir du moment où on nous demande des documents, qu'on les renvoie dans les délais avec les éléments qui vont bien. Moi, j'ai jamais eu d'impair, que ce soit sur les financements, les CE, les prises en charge, les documents administratifs, bref. Tout s'est vraiment toujours très bien passé. Comment vous décririez le contact avec EFI ou la relation que vous avez eue avec eux ? Professionnel et puis agréable. Ils ont toujours su répondre à mes questions quand j'en avais. Moi, j'ai vraiment eu une qualité de service irréprochable puisque dans tout ce que j'ai pu faire avec eux, j'ai toujours eu entière satisfaction et j'ai jamais eu de problème sur après l'usage ou l'entretien ou des défaillances quelconques de choses. Donc toujours satisfait de EFI. D'accord. Effectivement, il y a des personnes qui ont eu des problèmes avec d'autres prestataires, des gens qui ont répondu à des démarchages. Téléphoniques ou des démarchages au porte-à-porte et qui malheureusement se sont fait arnaquer alors que en fait EFI eux ne font pas de démarchage. Ils viennent pas chercher les gens et ils comptent plus sur la pub, le bouche à oreille et puis les gens satisfaits pour inciter les gens à prendre contact avec eux et faire leur dossier. Okay. Vous aviez des craintes particulières, vous, avant d'installer votre pompe à chaleur ? Est-ce que vous aviez des choses qui vous rebutaient ? Les craintes, oui, c'était de savoir si effectivement, comme vous me le demandiez, dans notre département, ça allait vraiment maintenir un mode de chauffage convenable à 100%. Alors on a la particularité aussi nous d'être chauffé au bois puisqu'on a un insert un insert bois, donc même si jamais on avait une petite défaillance, on savait qu'on avait quand même
le poêle à bois qui pouvait prendre notre relève. Mais voilà, les petites craintes, c'était ça, c'était de pas choisir son artisan. Donc on confie un chantier à quelqu'un qu'on n'a pas choisi. Ouais, c'est pas un petit chantier. Voilà, c'est ça, exactement. Donc toujours cette crainte de se dire est-ce qu'il va faire du bon travail, est-ce que ça va vraiment fonctionner, si demain ça tombe en panne, est-ce qu'il interviendra ou pas, il est pas d'à côté. Donc voilà, c'était ces petites craintes là, et puis au final après quand l'artisan est là, c'est justement c'est des artisans, c'est pas des gros groupes ou des voilà, donc ils ont aussi cette proximité avec les clients, donc des échanges, des dialogues faciles, et puis voilà, ça s'estompe au fur et à mesure. OK. Si vous deviez conseiller, c'est peut-être des choses que vous faites d'ailleurs, on va peut-être vous voir en vous disant alors ta pompe à chaleur, vos voisins même peut-être vous demander des conseils, mais est-ce qu'il y a des précautions particulières à connaître avant d'entamer ce gros chantier-là ? Au niveau de la pompe à chaleur, non. Après, il faut quand même un petit peu. C'est ce qu'ils nous demandent quand on lance les dossiers, savoir si on a un espace extérieur suffisant pour être sûr déjà qu'en termes de voisinage, ça fait un petit peu de bruit quand ça se met en route. Okay. Mais voilà, ça reste raisonnable. C'est un gros ventilateur, donc savoir si on a l'espace nécessaire en extérieur pour pouvoir installer le dispositif. Et puis après, savoir si techniquement l'installation peut être faite. Pour installer le groupe, donc moi j'ai un groupe avec ballon d'eau chaude intégré, donc il faut que la place de l'ancienne chaudière soit compatible avec la place du groupe en intérieur, mais généralement ils arrivent à trouver des solutions qui répondent aux besoins des clients. Alors après ils ont vraiment fait un travail de raccordement hydraulique sur le réseau de chauffage, sur le réseau d'eau et puis sur le réseau électrique qui fonctionne très très bien. D'accord, ok. Donc vous avez fait l'isolation aussi avec EFIS. C'est ça. Donc on a refait l'isolation des combles et l'isolation du vide sanitaire. Et même principe, ils prennent en charge l'aspect administratif, tout à fait. Les éventuelles aides, là il y a dû y en avoir peut-être aussi. Tout à fait, c'est aussi des prestations qui nous sont revenues à 1 euro. Donc on a fait, en gros, pour les 3 prestations, donc les 2 isolations et la pompe à chaleur, on était quasiment sur un budget global de 27 000 euros, qui nous est revenu à 3 euros. Ouais, c'est assez imbattable quand même. C'est imbattable. Non, là on peut pas dire autrement. D'accord. OK, super. Bon, écoutez, un grand merci pour ce partage. C'était Laisse Béton, le podcast qui aide les citadins à réaliser leurs rêves de vie au vert. Si vous voulez réagir à cet épisode, témoignez vous-même au micro de Laisse Béton ou me suggérer des invités. Écrivez-moi à amélie@laisse-béton.fr. Laisse Béton est également présent sur Instagram, Facebook, Twitter et LinkedIn. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou Deezer. Décorez-le d'étoiles sur votre appli de podcast préféré et parlez-en autour de vous, c'est encore le meilleur moyen de le faire connaître. À très bientôt.